catastrofe nucleare, però anche in questo racconto si dimostra come di fatto il mondo non finisce, c'è una forma di adattamento anche alle cose peggiori, e quello che avviene è un sovvertimento dei vecchi valori, e quindi anche i bambini che patiscono più di tutti questo dramma trovano un modo alternativo e nuovo di vivere anche in un mondo distrutto dagli eventi nucleari. Dans cette nouvelle aussi, bon, on trouve une catastrophe qui est la pire catastrophe qu'on puisse imaginer du point de vue des conséquences, c'est la catastrophe nucléaire. Mais là aussi, le monde ne finit pas. Il y a une adaptation de l'être humain même au pire événement. Il y a un bouleversement des vieilles valeurs, et même les enfants qui sont les plus touchés trouvent une manière alternative de continuer à vivre. Gérard Clark, tout à l'heure vous disiez dans la science-fiction américaine, mais chez les Français c'est un peu différent. Alors justement, qu'est-ce qui est différent en termes de fin du monde dans l'Hexagone? Ben, je crois que les fins du monde françaises, enfin, c'est toujours extrêmement difficile de généraliser, donc toute généralisation est fausse, donc ce que je vais dire est faux. Mais la tonalité me semble beaucoup plus pessimiste. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la science-fiction française depuis au moins le 19e siècle. L'avenir, c'est pas drôle. Alors, je citais La mort de la Terre de René Henné. Dans La mort de la Terre, l'humanité disparaît. C'est vraiment l'histoire du dernier homme, et ce qui vient après n'a aucun rapport avec le vivant ni avec l'humanité. Il y a ce caractère définitif. Bon, il y a d'autres, c'est pas exactement des fins du monde, mais sont presque des fins du monde. Dans le très fameux roman de Barjavel, Ravage, l'électricité a disparu, bon, pour une raison qui n'est pas expliquée, mais c'est pas le problème. Donc la civilisation technicienne que maudit Barjavel par ailleurs s'effondre, et il réapparaît, enfin, une société très archaïque, très primitive, dont le principal souci est surtout de ne pas bouger, de ne pas recommencer un développement. Alors j'ai un peu de mal à trouver des exemples multiples de ça, mais il me semble que dans la littérature française de science-fiction, Capri, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. C'est pas. Alors dans le cas d'Andrevon, dans un très beau texte, dans une très belle nouvelle, dont il a tiré d'ailleurs un roman intéressant qui est plus long, Le Monde enfin, la nature reprend ses droits parce que l'humanité a totalement disparu, et manifestement ça réjouit mon ami Andrevon. Moi ça ne me réjouit pas tellement, enfin. Donc il y a cette tonalité très sombre, très pessimiste, d'une société qui est la société française, et qui depuis longtemps n'a pas, sauf sursaut ou certains groupes sociaux, confiance dans son avenir. Oui, je suis en grande partie d'accord avec... Non, en totalité. Mais je pense que les Américains sont pas tellement plus optimistes de mon côté. Et puis, alors c'est vrai que Barjavel est un exemple, mais il faut le contextualiser aussi. Je ne pas oublier quand le roman est écrit et publié, c'est-à-dire 1943. Barjavel est quelqu'un qui n'a jamais caché ses sympathies pétainistes. Et son roman est un roman surtout contre les villes. Et d'ailleurs, il utilise pour Paris, c'est Babylone. Hein, et le héros, comment s'appelle le héros? Il s'appelle François Deschamps. C'est pas un hasard non plus, c'est François le Français, et Deschamps, c'est-à-dire de la campagne. Et on retourne à la campagne. Et ensuite, il devient, François Deschamps, une sorte de patriarche, qui devient chef de l'État. Et Pétain était chef de l'État français, n'oublions pas, c'était son titre.
et il interdit la reconstitution de noyaux urbains de plus de 2500 habitants parce qu'il considère que c'est mal. Donc il y a tout ce contexte-là aussi de haine de la ville qu'on va retrouver chez les Américains aussi, qui s'imprègnent de deux grands essayistes du début du 19e siècle, Thoreau et Emerson, qui condamnent la ville parce que la ville, c'est Babylone, c'est le mal, etc. Et ce n'est que dans la nature qu'on va retrouver Dieu. Et c'est pas pour rien qu'ensuite c'est quelqu'un comme John Muir qui a lu Thoreau et Emerson, qui va être à l'initiative de la création des grands parcs nationaux américains. Là encore une fois, vraiment une politique anti-ville. Et finalement, moi, dans tous les bouquins que j'ai retrouvés, il n'y a qu'un seul livre nord-américain où il y a un vrai point de vue positif sur la ville. C'est Demain les chiens de Simak. Et c'est très intéressant parce que le bouquin s'appelle originellement City. En fait, c'est l'histoire de notre humanité quand il n'y a plus d'humanité et quand il y a des chiens intelligents qui sont à la surface de la planète et qui discutent de vieilles légendes sur l'existence des humains et l'existence des villes. Et il y a des chiens sociologues et des chiens historiens qui disent « mais c'est absurde, la ville est un concept complètement idiot, comment peut-on vivre dans des endroits aussi serrés avec autant de promiscuité, c'est pas possible ». Et le discours de Simak, c'est dire « oui, voilà ce qui nous attend ». Parce que, en fait, on est en train de détruire ce qui fait le cœur même de notre civilisation, c'est-à-dire la ville. Civilisation, c'est Civitas, c'est la ville. En se dispersant, on va se détruire nous-mêmes. C'est donc un avis positif sur la ville, mais en même temps un regard tout à fait négatif sur la société américaine qui aboutit à une décomposition du corps social. Donc ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Demain les chiens est un très très beau livre. Oui, non, en ce qui concerne la ville, la fin des villes, soit. Mais je trouve quand même qu'il y a un bien plus grand optimisme, y compris dans Demain les chiens, chez les écrivains américains et dans une moindre mesure chez les Anglais que chez les Français. Parce qu'à l'opposé de l'horizon politique de Barjavel, d'ailleurs, c'est jamais beaucoup engagé. Enfin, il était assez opportuniste intellectuellement. Après-guerre, on n'était plus dans la guerre, il a continué à défendre les mêmes idées dans toute une flopée de romans. Et donc, à l'opposé de cet horizon politique, il y a Régis Messac, et dans 15 Asili, et dans C'est la cité des asphyxiés. Bon, il y a aussi des fins du monde. Alors, Messac était, pour faire simple, disons, un homme de gauche, enfin, carrément anarchisant ou avec des sympathies anarchisantes. Mais il décrit, alors, dans le contexte de l'immédiate avant-guerre, il est mort, enfin, il a été déporté à Nacht-und-Nebel, il a disparu totalement en 1945. Il décrit donc une fin de la civilisation qui fait écho, en quelque sorte, à celle de Barjavel. Je crois qu'on pourrait multiplier dans la littérature française les exemples de cette nature qui sont des notes d'un pessimisme véritablement profond que je ne retrouve pas dans d'autres littératures. On pourrait ajouter que de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout français, parce que je ne partage pas ce pessimisme dans ce que j'ai pu écrire, il n'y a rien de tel. Pardon, juste pour faire une référence au roman de Thomas, non pardon, à la nouvelle sur les enfants après, dans Kensen-Sigi justement, les enfants deviennent abominables. Ils n'assurent pas du tout l'avenir de l'humanité parce que finalement ils régressent dans un état de barbarie épouvantable. Donc la vision là est réellement pessimiste, tandis que chez Thomas, non, là heureusement finalement il reste toujours notre avenir. Juste une petite parenthèse pour dire. On le voit en fait, la fin du monde a une nationalité. En fait, elle a une couleur un petit peu différente en fonction des thématiques. On va poser une dernière question à Tommaso avant qu'il puisse filer, prendre son train. Est-ce qu'il y a une coloration de la fin du monde chez les écrivains italiens ? Non direi perché in Italia purtroppo la fantascienza è un genere poco praticato, quindi non soltanto il tema dell'Apocalisse, ma in generale la fantascienza rappresenta un'eccezione nella letteratura italiana.
Je dirais pas parce qu'en Italie, la SF est un genre peu pratiqué. Non seulement le thème de la science-fiction, de l'apocalypse, mais la science-fiction en général, c'est un peu une exception dans la littérature italienne. Mi interessava comunque riprendere il discorso sviluppato dai nostri amici sul rapporto tra pessimismo e ottimismo dell'Apocalisse. Je voudrais quand même reprendre le discours sur le rapport entre pessimisme et optimisme de l'Apocalypse. Che è molto vero che l'Apocalisse spesso segna la fine dell'organizzazione della vita come la si intende nelle grandi città. Parce que c'est vrai que l'Apocalypse souvent marque la fin de l'organisation de la vie comme on l'entend dans les grandes villes. E io credo che la ragione per cui la fantascienza americana è più ottimista di quella europea Je crois que la raison pour laquelle la science-fiction américaine est plus optimiste que celle européenne risiede nel fatto che in America abbiamo sì delle grandi metropoli come New York e Los Angeles. Ça vient du fait qu'en Amérique, il y a bien des grandes métropoles comme New York ou Los Angeles. Ma lo spirito della nazione è la grande frontiera, i grandi spazi aperti. Mais l'esprit de la nation est la grande frontière, les grands espaces ouverts. E l'idea dell'America risiede proprio nella capacità dell'individuo di mettersi a confronto con questi grandi spazi aperti e in qualche modo dominarli. Et l'idée de l'Amérique, c'est justement dans la capacité de l'individu de se mettre en relation avec ces grands espaces ouverts et de les dominer. E se vogliamo la conquista del West, dell'America, è come dire un mito apocalittico senza catastrofe. En fait, la conquête du Ouest, de l'Amérique, est comme un mythe de l'apocalypse, mais sans catastrophe. Io credo infatti che quello che è più interessante nell'Apocalisse come modello narrativo è proprio la possibilità di fare emergere quelli che sono gli aspetti di una società, tanto le sue paure quanto i suoi sogni e le sue sicurezze. Ce que je trouve plus intéressant dans l'Apocalypse comme modèle narratif, c'est la possibilité de faire émerger les éléments de notre société, tant dans ses rêves que dans ses faiblesses. Ouais, je dis quelque chose aussi. Enfin, je